Bien. Donc on va démarrer cette dernière session d'ensemble de cours qui portait sur la chimie douce et les polymères. Et donc pour cette dernière leçon, j'ai choisi un thème, je dirais, particulièrement important dans le domaine des matériaux, également particulièrement à la mode et très intéressant, et vous le verrez en fait avec des résultats remarquables qui seront présentés dans un deuxième temps par Ludwig Leibler. Donc, vers les matériaux autoréparables. Donc, j'ai essayé de faire un peu une revue, une overview de ce que j'ai trouvé, en dehors des travaux de Ludwig, je dirais, sur ce que les gens appellent matériaux autoréparables. Alors, évidemment, matériaux autoréparables, ça touche directement la longévité des matériaux. Donc la longévité des matériaux, c'est important, au niveau, je dirais, vital, évidemment, sécurité, au niveau affectif, parce qu'on tient quand même à certains matériaux, au niveau écologique, et je dirais en dernier point, c'est important au niveau économique. Alors au niveau du vocabulaire, lorsque vous regardez l'abondante littérature du domaine matériaux et autoréparation, vous trouvez forcément énormément de termes anglo-saxons qui donnent les mots suivants, en fait, réparable, raccommodable, cicatrisable, auto-réparable. Et tout ça, ça se trouve en fait dans une littérature dont le mot, je dirais, global est self-healing. Alors évidemment, au niveau des matériaux, il y a tout type de matériaux, que ce soit des matériaux métalliques, ça c'est un train d'atterrissage, des verres et des plastiques, tout ce qui concerne les matériaux de construction, et surtout, bien évidemment, les matériaux modèles qui sont autoréparables, ce sont les matériaux de la nature. Et ça, c'est un point que nous avons à partager, je dirais, tous les jours au niveau des problèmes de fracture ou de cicatrisation, même si ce ne sont que des petits bobos. Alors, la longévité des matériaux, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'elle est forcément associée à l'idée de leur endommagement. Et l'endommagement, quand on le regarde, je dirais, par différentes méthodes, par différentes techniques, c'est essentiellement un phénomène qui est multi-échelle. En général, un endommagement est très souvent observé trop tard, c'est-à-dire on l'observe au niveau macroscopique par une rupture, mais en fait c'est un phénomène multi-échelle qui part souvent de l'échelle du dessous par un fendillement microscopique, à l'échelle supramoléculaire ou mésoscopique par des glissements, et in fine, en fait, cet endommagement est souvent associé à des échanges ou à des ruptures de liaison. Et donc, en fait, ce que l'on observe, le problème d'endommagement observé à ces échelles-là, souvent voit ses origines, ou pratiquement tout le temps, dans des phénomènes à l'échelle atomique ou mésoscopique. Et donc, ce que je voulais simplement souligner, c'est l'importance de la chimie et de la physico-chimie dans la compréhension, finalement, fine de tout ce qui tourne autour de la réparation ou de l'autoréparation des matériaux. Donc, au niveau des ruptures de liaison chimique, je les ai classées en plusieurs catégories évidentes au niveau pédagogique, mais sur le point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que tous les phénomènes de véritable autoréparation vont se jouer autour de la dynamique, de la réversibilité, de l'accessibilité des modes de liaison, qui peuvent être des liaisons simplement covalentes, des type alkoxyamine, ou bien des liaisons dans les polymères assez classiques, ou bien dans des polymères minéraux de type silice, des liaisons également de coordination, donc des liaisons que les chimistes classent comme liaisons L, donc avec un métal entouré de ligands des interactions de type acide-base de Lewis, et toutes les liaisons de type supramoléculaire, liaisons hydrogène, électrostatiques, interactions pi-pi ou des interactions dipôles de type van der Waals. Donc, importance finalement de la liaison chimique et surtout de la dynamique de ces liaisons. Alors, lorsque l'on classe les matériaux autour de la réparation et de l'autoréparation, je dirais qu'il y a deux grandes catégories. Il y a les matériaux que l'on peut classer comme autonomes, mais je mets entre guillemets, et les matériaux qui ne sont pas autonomes, mais qui peuvent s'adapter ou être stimulés pour être réparés. Alors, dans les matériaux autonomes, les meilleurs exemples, ce sont souvent les matériaux de la nature et les matériaux du vivant, et puis quelques exemples sur lesquels que va vous présenter Ludwig dans une seconde partie.
Et en général, les processus autonomes, c'est ceux que je vais vous décrire en tous les cas, ce sont des systèmes qui sont basés soit sur des réactifs encapsulés, donc ce sont des processus essentiellement mécanochimiques, également des processus balistiques, mais à nouveau la dynamique des liaisons chimiques est très importante en fait dans ces mécanismes d'autoréparation. Et du côté adaptatif ou stimulé, eh bien, je vous montrerai quelques exemples où finalement il faut utiliser une source externe supplémentaire, chaleur qui peut être amenée par voie thermique, électrique, magnétique, photonique, ou lumière, ou une propriété couplée à une propriété mécanique ou chimique. Alors au niveau des matériaux, l'autoréparation, ça touche tous les matériaux, bien entendu. Donc les verres, les bétons et les liants, les métaux et alliages. Bon, une partie que je ne traiterai pas, mais qui aurait pu être traitée dans le cadre de cet exposé, c'est tout ce qui concerne en particulier les alliages à mémoire de forme. Il y a également des polymères à mémoire de forme. Les polymères, bon, l'essentiel de la littérature est quand même centré sur les polymères et les composites à base de polymères. Donc en fait, je vais vous montrer essentiellement des exemples autour des polymères et des composites à base de polymères, un exemple sur les bétons, et pour finir, je vous parlerai finalement de recherches qui se font dans un cadre que que j'appellerais bio-inspiré. Alors au niveau donc de l'autoréparation autonome, alors l'autonomie, eh bien, c'est comme une voiture quelque part, elle est autonome à condition d'avoir un réservoir d'essence. Donc une façon d'être autonome dans l'autoréparation, c'est d'avoir des réactifs encapsulés. Et enfin, via des processus mécanochimiques, en fait, le réactif va servir finalement de médicament, de cicatrisant. Alors dans ce cadre-là, on trouve un grand nombre de travaux, que ce soit des composites à matrice polymère thermodissociable, où le renfort qui sont renforcés par des fibres, mais ces fibres sont creuses, et en fait, le cicatrisant et le médicament peut être inclus dans les fibres. On trouve également énormément de littérature sur tout ce qui concerne les microcapsules contenant des réactifs pour la cicatrisation, évidemment, et des réseaux tridimensionnels de canaux permettant d'amener les réactifs, permettant de soigner le matériau une fois qu'il a été endommagé. Alors bien évidemment, tous ces systèmes génère finalement le traitement au moment où il y a une sollicitation mécanique, donc il y a fracture et libération du principe actif. Alors juste quelques exemples. Un exemple de l'équipe de Bond qui a travaillé donc sur des matrices époxy doublement renforcées par des fibres de verre et des fibres de carbone, et en particulier la partie fibre de verre elle sert de réservoir. Et donc, ce sont ces réservoirs qui sont remplis, je dirais, d'un côté de la résine que l'on veut faire durcir et de l'autre côté du durcisseur. Et donc, soumis à un test mécanique, par exemple un test de flexion en 4 points, ça se passe de la façon suivante. Bon, on crée la fissure. La fissure, au moment où elle endommage finalement ces réservoirs anisotropes, libère finalement résine et durcisseur. Et en fait, donc, il y a une réaction chimique, je dirais, classique, qui permet de polymériser cette résine pour fermer la zone endommagée, donc fissure est fermée. Et donc ça se voit très bien sur ces clichés de microscopie électronique, où vous voyez en coupe, finalement, bon, les différents tubes creux de verre, et puis l'écoulement en fait, qui a eu lieu, la polymérisation qui a eu lieu au moment où finalement les tubes se sont cassés pour générer les moyens chimiques de polymériser. Alors avec ce mode de réparation, on atteint des réparations qui peuvent être efficaces de l'ordre de 87 à 100%. Alors l'une des difficultés, c'est justement de bien ajuster la nature du composite pour ne pas perdre sur le renfort, parce que c'est quand même un système dans lequel que l'on pollue beaucoup avec des tas de systèmes de fibres, non seulement les fibres qui renforcent, mais également les fibres de verre qui servent de réservoir. Alors au niveau donc de ces approches-là, il y a énormément de mesures qui sont faites sur des échantillons en fait en créant une fissure, ensuite en appliquant une force et en regardant comment la fissure se propage. Évidemment, quand la fissure se propage, le système de réservoir qui était tubulaire précédemment peut être sphérique, et à ce moment-là, bon, il y a également rupture en fait des sphères pour permettre finalement une réaction chimique et donc de fermer la zone endommagée.
Alors ça, il y a eu des travaux, vous voyez, il y a une dizaine d'années dans Nature, où la réaction de base, c'était en fait une réaction de polymérisation du dicyclopentadiène qui était encapsulée dans des microcapsules. La matrice, le matériau, c'est une résine époxy, et le catalyseur qui permet en fait de catalyser la réaction, c'est une réaction métathétique par ouverture de cycle, c'est le catalyseur de Grubbs. Donc, je vous rappelle, Grubbs prix Nobel pour les réactions de métathèse. Et donc, lui, il est simplement dispersé en fait dans la matrice époxy. Donc, de la même façon, lorsque la fissure se propage, eh bien, elle ouvre, elle casse en fait certaines de ces microcapsules qui génèrent finalement, le médicament. Et celui-ci, c'est donc le dicyclopentadiène qui trouve le catalyseur qui est dispersé, et donc il y a cette réaction de polymérisation qui permet, vous voyez, de réparer, de fermer, donc de boucher, je dirais, la zone endommagée. Alors évidemment, ça, c'est une façon de faire. Mais on consomme de façon... le catalyseur, dans le cas présent, qui est dispersé, est relativement gaspillé. Donc, en fait, il y a d'autres types d'astuces, c'est-à-dire que ce sont des systèmes qui utilisent un double jeu de capsules, des capsules dans lesquelles le catalyseur est protégé, et également le principe actif, c'est-à-dire le DCPD est également protégé. Alors, au niveau des stratégies, en fait, vous voyez bien que les stratégies précédentes, en fait, ce sont des stratégies à un coup, voire deux coups, pas plus. Et donc, en fait, il y a eu des recherches qui, soi-disant, se qualifient dans le mode bio-inspiré, mais en fait, qui se basent en fait sur les systèmes microvasculaires de la peau, qui eux peuvent alimenter en continu, finalement, via les vaisseaux sanguins, les moyens de faire de la réparation. Alors donc, ces vaisseaux sanguins sont très bien distribués, mais en général, il y a des lois du génie chimique qui vous disent que la connectivité et le réseau pour optimiser les flux doivent suivre en fait un modèle proposé par Murray, dans lequel le diamètre, en fait, c'est pas le rayon, c'est le diamètre en fait du canal central d'alimentation est égal au cube, est égal à la somme des cubes de tous les faisceaux secondaires. Donc, partant d'un modèle de ce type, on peut faire du génie chimique, c'est-à-dire en utilisant de la robotique, avec des encres facilement éliminables, on peut créer un réseau, c'est ce qui a été fait dans cette étude, un réseau de canalisation qui respecte en fait cette loi de Murray. Ce réseau ensuite est imprégné par une résine époxy ou un polymère. Ensuite, le réseau est éliminé. On se retrouve donc avec un réseau de polymères dans lequel, finalement, on a positionné un certain nombre de canalisations qui permettent d'optimiser les flux. Alors ça donne quoi? Ça donne des montages de ce type qui permettent finalement de faire des études mécaniques. Donc c'est de la réparation, je dirais, assistée par des flux qui vont être discontinus, puisque une fois que le réseau est formé, on peut donc l'englober dans une matrice polymère. Et cette fois-ci, le monomère que je vous ai cité précédemment, le dicyclopentadiène, va être alimenté via les canaux. Et donc, la résine époxy, elle, contient le catalyseur qui peut être soit simplement dispersé, soit également dans les microcapsules. Et donc, avec un capteur acoustique, ça permet de détecter finalement la formation des fissures et de suivre en fait l'évolution à la fois mécanique et chimique de ce genre de matériaux. Alors, simplement au niveau des photos, voici un des systèmes qui avait été proposé. Vous voyez ici les micro-fissures qui se sont créées. Et ici, je ne sais pas si c'est très clair, mais on voit en fait la tuyauterie, en fait, le mode de canalisation. Et ici, sur la droite, ce que vous voyez, c'est un système qui a été réparé par polymérisation donc du DCPD. Donc, en fait, les fissures sont fermées. Et donc, ce système alimenté, finalement, permet un certain nombre de cycles qui permettent de récupérer pas la totalité de l'efficacité. L'efficacité exprimée de cette manière, c'est la charge à l'ouverture de la fissure, une fois qu'elle a été réparée, par rapport à la charge initiale de la première fissure. Et donc, vous voyez, au niveau de l'efficacité, on récupère, je dirais, 50-60% dans le meilleur des cas, mais c'est un système qui peut être alimenté en continu.
Alors, donc, d'autres systèmes sur lesquels je vais passer assez vite, c'est, bon, finalement, le choix des composants. Bon, il y a beaucoup de matériaux à base de résine époxy ou de polyvinylester qui ont été utilisés. Également, au niveau des agents de cicatrisation, j'ai parlé tout à l'heure du DCPD, mais également, bon, il y a toute une chimie autour du polysiloxane, des polysiloxanes hydroxydés. Et là, finalement, au niveau du concept, pour moi, c'est exactement la même chose. Il y a simplement que le choix des catalyseurs qui devient différent. Juste un exemple en haut à droite où vous voyez finalement une fissure et la fissure, je dirais, en grande partie cicatrisée, mais en fait, au niveau des méthodes, ce sont les mêmes types de méthodologies. Ici, vous voyez également un test de corrosion. Dans cet exemple-là, le support, c'est un métal, c'est un acier. Hein, et donc, ça, c'est le système corrodé non protégé. Et ça, c'est le système, justement, qui contient finalement le système de microcapsules qui permettent de la cicatrisation. Les tests électrochimiques vont également dans son sens, c'est-à-dire qu'un système endommagé, vous avez à la fois la libération de gaz, parce que vous corrodez, vous avez une réaction chimique, et puis des courants mesurés qui sont élevés par rapport au système réparé où il n'y a pas de gaz, mais malgré tout, ce n'est pas une réparation du 100%, vous voyez, il reste quand même des courants de fuite qui ne sont pas négligeables. Alors, au niveau donc de l'obstruction, je vais choisir cet exemple parce que je voulais vous montrer également quelques exemples où le minéral, finalement, également, il n'y a pas que de la polymérisation organique, mais il y a également de la polymérisation minérale qui peut servir finalement d'agent de réparation. Alors, cet exemple concerne des revêtements à base de fibres d'acide polylactique comme matrice principale, le PMMA, donc le polyméthylmétacrylate. Alors, la difficulté avec les renforts à base d'acide PLA, bon, l'avantage, c'est que c'est une chimie verte et tout, mais en fait, ce sont des systèmes polymériques qui sont sensibles à l'eau et qui donc se dissolvent ou se fractionnent dans l'eau. Et donc, ce concept, en fait, de matériaux composites, dans ce concept, l'idée, c'était de remplir finalement les fibres d'acide polylactique avec un agent qui est un peu bouche-trou, je dirais, qui va polymériser de façon à éviter finalement l'attaque par l'eau. Donc ces fibres sont faites par des méthodes d'électrospinning, donc d'extrusion électroassistée. Et donc au moment de l'incision du film, ce que l'on attend, c'est qu'au lieu de solubiliser le PLA, eh bien, on va avoir tout de suite une réaction hyper rapide, qui est l'hydrolyse finalement du chlorure de titane en TiO2 et donc éviter finalement l'invasion par l'eau et la dissolution du système par l'eau. Alors voici quelques photographies. Ça c'est le système de fibres d'acide polylactique tel quel obtenu par extrusion électroassistée. Ça c'est les mêmes fibres obtenues avec remplies de TiCl4. Et donc, ça, ce sont des systèmes qui ont été attaqués par l'eau. Et donc, ponctuellement, ce que vous voyez ici, c'est finalement les trous, l'acide lactique qui a été corrodé est remplacé finalement par une petite particule de TiO2. Et donc, également, dans des systèmes élaborés sous la base de film, ce que vous voyez, c'est que les cracks sont complètement bouchés, en fait, par de l'oxyde qui se forme. Bien évidemment, c'est plus une preuve de concept. Personnellement, je n'irais pas utiliser au niveau des applications ce genre de réactif, qui est quand même un réactif très peu facilement manipulable, qui libère de l'acide chlorhydrique, etc. Mais en fait, c'était un peu pour vous montrer cet exemple qu'on peut jouer sur une réaction de polymérisation minérale pour faire du self-healing comme réaction complémentaire. Alors, un autre exemple que vous connaissez sans doute, mais que je voudrais placer en fait parmi les exemples d'aujourd'hui, celui-ci concerne finalement l'autoréparation dans les bétons. Il y a eu énormément de progrès faits dans les bétons. En particulier, vous avez au jour d'aujourd'hui des bétons ultra haute performance qui ont des résistances à la compression équivalentes à celles de l'acier. Ça veut dire qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui des passerelles qui tiennent mécaniquement avec des épaisseurs de l'ordre de 10 cm. Et donc, en fait, au niveau donc, de la composition chimique, d'une part, bon, c'est un matériau très complexe avec énormément de composants, bon, des fibres d'acier, du quartz, différents types de silice,
avec des granulométries bien ajustées, des superplastifiants. Mais donc ça, en fait, ce mélange optimum de taille d'objet vous permet d'avoir une distribution réofluidifiante en fait, du système, ce qui permet d'avoir des ciments autonivelants au dépôt, et ça c'est intéressant. Par contre, au niveau de l'autoréparation, elle est associée au fait que ces ciments sont des ciments siliceux gâchés avec un minimum d'eau. Ce qui veut dire que finalement, la réaction, elle est loin d'être complète. Et au moment où ces ciments sont très peu hydratés et que ces ciments rencontrent une fissure, eh bien, les grains en fait, qui n'ont pas été hydratés servent en fait de réserve d'hydratation. Et donc, la réaction d'hydratation et de formation du ciment se déclenche. Ce qui permet finalement d'obtenir des matériaux qui, dès les premières fissures, se cicatrisent par réaction avec l'eau. Alors, ce sont des matériaux qui sont sur le marché. Hein. Vous voyez, ça, c'est la passerelle de Séoul. Il y a également, au Canada, la passerelle du pont de Sherbrooke. Il y a eu une bonne vingtaine de passerelles aujourd'hui dans le monde qui sont construites justement avec ces ciments, je dirais, ultra haute performance. Alors, au niveau de l'autoréparation, donc dans la partie, je dirais, encapsulation et protection par des microcapsules, je voudrais simplement signaler tous les travaux qui sont faits pour la protection des métaux et en particulier des alliages d'aluminium, pour les, je dirais aussi bien ça peut être intéressant aussi bien pour les avions que pour les automobiles. Vous savez que les systèmes anti-corrosion, en particulier des avions, sont basés, c'est un système multicouche assez complexe, mais dans lesquels il y a du chrome. Le chrome doit être éliminé pour des raisons de toxicité. Donc il y a des modes de protection qui sont en cours d'étude. Certains sont déjà même à un niveau, je dirais, beaucoup plus développé. Alors ces modes sont basés sur le concept suivant. En fait, on a un métal qui est recouvert d'une couche polymère étanche, une couche polymère qui peut être une couche hybride, un nanocomposite sol-gel avec silice zircone comme éléments minéraux, et puis des époxys, des aminos, des organosilanes pour la couche hybride. Mais il n'empêche que ça ne suffit pas et qu'il y a quand même des problèmes de corrosion, et pour cela, en fait, dans ces couches sol-gel, on encapsule des inhibiteurs qui peuvent être en fait soit du cérium, où on va jouer sur le côté oxydoréduction du cérium, soit des phosphonates, soit de la benzotriazole, donc des amines, soit du mercaptobenzothiazole. Et donc ces inhibiteurs peuvent être encapsulés dans des réservoirs, et au moment finalement de la corrosion, en fait, ces réservoirs peuvent libérer l'inhibiteur et donc faire un espèce de pansement à l'endroit corrodé. Donc évidemment, ces encapsulations peuvent être très, très variables. Là, je vous montre simplement un exemple basé sur des particules de silice qui sont enrobées, vous voyez, d'une multicouche par layer by layer deposition. Donc en fait, c'est de la silice, puis un polymère chargé positivement, puis un polymère négatif. Donc c'est des interactions électrostatiques qui permettent de faire les couches. Et derrière tout ça, eh bien, on peut enrober intermédiairement dans l'une des couches, on peut par exemple placer l'inhibiteur. Donc globalement, bon, ça c'était pour vous rappeler ce que pouvait être les compositions de LBL. Mais ce qui est surtout important de voir, c'est que au moment, donc, ces microcapsules de silice enrobées à la fois donc d'un jeu de deux polymères associés par des interactions électrostatiques et du principe actif. Au moment où il y a corrosion, bon, il y a un effet de pile et il y a une modification locale du pH, et ces polymères, ces polyélectrolytes sont très sensibles aux variations de pH, et de ce fait, il y a relargage en fait, du principe actif et réparation locale de l'endroit qui est corrodé. Alors, il y a quelques exemples. Justement, je voudrais vous montrer ici. Donc, ça, c'est des travaux qui ont été faits par Zeljković. Donc, ici, ce que vous voyez en haut, c'est le polymère tel quel, avec donc sans capsule. Au bout de 14 jours, dans une solution diluée de chlorure de sodium, vous voyez clairement les piqûres. Ça, c'est le même polymère contenant les capsules. 14 jours, 10 fois plus concentré en chlorure de sodium. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça a l'air d'être non corrodé. Également des mesures électrochimiques qui ont été faites en faisant un test de piqûre
Et donc le test de piqûre, ensuite on mesure finalement par électrochimie les courants et on cartographie les courants sur la plaque. Donc ça c'est le test, hein, donc on a fait un trou et vous voyez donc en fonction du temps, eh ben, on voit que finalement il y a toujours une fuite au niveau du courant. Et ça c'est le test une fois que le revêtement sur un système qui a été protégé avec ce système de capsule. Donc ce que vous voyez c'est qu'à temps court, au bout de 5 heures, vous avez totalement cicatrisé le système, mais vous pouvez avoir par exemple un deuxième système de corrosion qui se met en route, mais le système fait vraiment de l'autoréparation. Au bout de 26 heures, à nouveau, vous avez en fait disparition du courant. Donc ça, jusqu'à consommation évidemment des capsules. Alors, autoréparation autonome, là j'appellerais ça plutôt de la pseudo-autonome, c'est ce qu'on classe dans la rubrique balistique. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit avant sur des polymères où les modes d'association sont basés sur des interactions électrostatiques. Donc ça concerne en fait des ionomères, hein, qui sont dans le cas présent des copolymères. L'exemple que j'ai choisi, c'est des copolymères éthylène cométacrylate acide PMA, donc en fait qui sont obtenus par polymérisation de l'éthylène et de l'acide métacrylique. Et donc ce copolymère, vous voyez, donc, une fois qu'il est formé, bon, il a une possibilité d'interaction de liaison hydrogène au niveau de l'acide. En général, pour former un ionomère, on saponifie quelques fonctions acides pour former finalement, vous voyez, des carboxylates. Et donc ce qui est intéressant dans ces types de ionomères, c'est qu'en fait ce sont des systèmes qui à la fois associent des zones cristallines qui leur donnent de la cohérence, mais également des agrégats ioniques. Donc des agrégats ioniques qui forcément, bon, ce sont des interactions électrostatiques, qui vont être sensibles à des variations de température. Et même, je dirais, indépendamment de l'agrégat ionique, si on s'arrête simplement ici, vous avez en fait les liaisons hydrogènes bien connues des groupements carboxylates, hein, qui eux également, bon, ce type de mode d'interaction va également être sensible à la température. Et en particulier, ces modes d'association sont sensibles à des variations de température entre 80 et 110 degrés. Et donc ça peut être utilisé pour faire de l'autoréparation. Alors l'exemple que j'ai trouvé est le suivant, vous voyez, c'est l'exemple de réparation d'un matériau quand on lui tire au fusil dessus. Donc ça, ça c'était juste pour vous montrer que derrière tout ça, ben, il y a toutes les analyses spectroscopiques, microscopiques et mécaniques. Et donc en fait, lorsque la balle en fait impacte le matériau, à un moment, bon, il y a un transfert d'énergie, puis un échauffement local, hein, puis cicatrisation. Hein, puisque en fait votre matériau en ionomère, dans cette zone-là, vous atteignez finalement une température localement suffisante pour jouer sur l'équilibre soit des interactions électrostatiques, soit des interactions de liaison hydrogène entre les groupements carboxylates. Alors ça donne quoi? Ça donne, vous voyez, ici ce que vous voyez, c'est des systèmes dans lesquels l'impact de balle, vous voyez, il n'y a pas de trou, l'impact de balle a été totalement réparé et cicatrisé. Donc ça, c'est en fait jouer sur la température créée par le mode, je dirais, d'endommagement, hein, donc pour en fait faire varier finalement les conformations des polymères. Alors, au niveau des systèmes, je dirais, avec un certain degré d'autonomie, le dernier exemple que je voudrais vous montrer concerne en fait des nanomembranes hybrides dites adaptatives. Alors, elles sont faites de la façon suivante. En fait, elles sont à nouveau faites avec des polymères ioniques, donc des polyélectrolytes, par des modes, je dirais, de layer by layer deposition, couplés en fait à de l'induction centrifuge. Donc les couches de polymères positifs et négatifs, une couche de nanoparticules d'or parfaitement calibrées et à nouveau des couches de polymères. Donc en fait les nanoparticules d'or dans ces systèmes-là sont très très bien dispersées. Avec ce mode de déposition, en plus il reste pratiquement pas de solvant qui pourrait jouer le rôle de plastifiant. Et donc le polymère récupère des modules d'élastique, en fait ce type de membranes qui sont relativement minces, de l'ordre d'une centaine de nanomètres, récupèrent des modules élastiques qui sont assez intéressants. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que ces membranes soumises à une pression, vous voyez, par une boule, en fait, s'autoréparent dans des temps qui sont tout à fait raisonnables. Ce que vous voyez ici, c'est l'empreinte en fait, de l'impact par pression au bout de 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes,
8 secondes. Alors évidemment, il reste une trace globale, l'impact est reparti, et en quelques heures, en fait, vous avez disparition de l'essentiel de l'impact. Et donc ça, c'est essentiellement dû, finalement, au fait qu'il y a ces possibilités de mouvement de polymères, de mouvements de polymères associés par des interactions électrostatiques qui permettent finalement ce mode de réparation à température ambiante. Alors maintenant, je vais plutôt vous montrer quelques exemples qui concernent les systèmes que l'on doit, je dirais, vraiment stimuler. Et donc, dans ce cadre-là, les exemples que je vais vous montrer vont surtout être centrés sur l'utilisation de la chaleur et de la lumière, mais à nouveau, je voudrais insister sur l'importance du contrôle des liens, de leur réversibilité dans des gammes de températures qui vont être raisonnables pour la réparation. Alors, un exemple, je dirais, que j'ai trouvé dans la littérature qui m'a paru, je dirais, assez simple, c'est celui de copolyamides qui sont associés en modifiant, vous voyez, les groupements, certains groupements internes à la polyamide, soit par un groupement accepteur d'électrons comme ce diimide, et par un groupement donneur d'électrons. Donc en fait, l'association pour former le polymère in fine va être due essentiellement à une interaction pi-pi entre un donneur et un accepteur d'électrons. Et donc, ce qui est intéressant dans ce type d'association, c'est que vous voyez, ça c'est simplement un schéma hyper simplifié, ce type d'association, donc des interactions faibles, même si elles sont coopératives, vont être fortement sensibles à des variations de température. C'est-à-dire que lorsque je vais être dans un régime de température que j'ai classé froid, eh bien, je vais optimiser finalement les interactions entre le donneur et l'accepteur. Et par contre, si je chauffe, eh bien, je vais générer un plus grand degré de liberté et donner de la mobilité à mon système et lui donner des possibilités de réparation. Alors, c'est ce que l'on voit sur ces transparents. Ici, à droite, vous voyez le système témoin, c'est-à-dire exactement les mêmes tailles de polymères, les mêmes groupements, sauf qu'au lieu d'avoir un accepteur et un donneur fortement marqués, c'est simplement des cycles aromatiques. Donc 29 degrés, 82 degrés, une fois qu'on a fait la fissure, 97 degrés, il ne se passe rien. Et ça, c'est le système avec un système, je dirais, accepteur-donneur marqué, comme je vous ai montré, 25 degrés, 84 degrés, 87 degrés. Donc vous voyez, là, il y a un effet de réparation qui est assisté, ce n'est pas de l'autoréparation. Alors si on regarde l'efficacité de réparation en fonction du temps, en suivant par exemple les modules élastiques, vous voyez qu'on récupère 90% dans l'espace de 5 minutes, avec ce genre de méthode. Bien évidemment, tout chimiste sait qu'il y a des tas de réactions qui sont réversibles dans une gamme de température qui est accessible, je dirais, qui reste raisonnable. Alors bon, évidemment, il y a toutes les réactions genre transestérification et estérification qui sont connues, mais il y a eu, par exemple, les premiers travaux que j'ai trouvés dans la littérature étaient surtout basés soit sur des réactions de type cycloaddition de Diels-Alder. Donc ça, ce sont des réactions je dirais, bien connues, donc avec elles sont activées thermiquement et photochimiquement, mais elles sont réversibles avec la température. Également des réactions basées sur des coupures radicalaires avec des alkoxyamines, ou bien des réactions d'oxydoréduction avec des thiols qui se transforment en disulfure à l'oxydation ou à la réduction. Vous avez la réaction inverse. Ça, le système biologique savent faire ça, je dirais, très très facilement. Donc ce type de réaction peut être intéressante et être utilisée finalement pour de l'autoréparation stimulée. Alors, je reviens donc sur les réactions de type Diels-Alder. Donc, je vous rappelle, ce sont des réactions à 4n plus 2 électrons, qui donc thermiquement vont, je dirais, dans un régime thermique plutôt de basse température, vont se faire dans le sens de la cycloaddition. Et par contre, dès que vous élevez la température, ces réactions, la réaction inverse est générée. Et donc, c'est cette rétro-réaction qui va permettre la réparation. Alors, quelques exemples. À nouveau, le même système de montage, donc une éprouvette où on génère une fissure, on applique une force et on regarde comment se propage cette fissure. Alors ça, c'est un travail qui avait été fait par, vous voyez, c'était un Science de 2002 de Fred Woodall.
Donc en fait, ce que vous voyez à gauche, c'est l'échantillon qui a été fissuré et soumis finalement à cette traction mécanique. Et vous voyez, il est complètement fissuré. Ce que vous voyez ici, c'est une zone qui réfléchit la lumière, simplement parce que vous avez la fissure. Et ça, c'est l'échantillon qui a été traité à 120 degrés, où on a favorisé justement les réactions, les rétro-réactions de type Diels-Alder. Et donc, vous avez une réparation qui n'est pas totale. On voit encore un contraste d'indice, mais qui commence à être, je dirais, partielle et intéressante. C'est plus une preuve de concept. Alors, si on regarde au niveau de la récupération dans une courbe charge-déplacement, ça, c'est le composé original. Qui est fracturé, et donc le composé réparé, vous voyez, on récupère dans le cas présent que de l'ordre de 40 à 50% en fait de la qualité du matériau. Donc indépendamment du fait que macroscopiquement on voit que les fissures sont bien bouchées, ce qui est important au niveau des matériaux, c'est vraiment l'étude fine de la réponse mécanique ensuite dans un deuxième temps et la récupération finalement de la propriété initiale. Alors, avec des stratégies analogues, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2002, on voit que des stratégies analogues mais optimisées permettent en fait des taux de récupération de l'ordre de 90%. Le 100%, c'est déjà beaucoup plus difficile. Alors, juste pour vous montrer une image, et puis ça fait un petit peu le pont avec la leçon de la dernière fois. Je vous ai énormément parlé de systèmes qui organo-gélifiaient, de gélification. Ça, c'est simplement une image qui vous permet de vous montrer la réversibilité dans une gamme de températures, je dirais, très raisonnable des réactions de Diels-Alder. Donc, à droite, vous avez, entre température ambiante et 60 degrés, vous avez la cycloaddition 4+2 du furan et du maliamide qui donne finalement un réseau connecté, vous voyez, un gel. Et il suffit que ce système soit chauffé à 90 degrés et à ce moment-là, vous avez une partie des liaisons qui est brisée, donc, et vous obtenez finalement une solution fluide. C'était simplement une illustration qui montre bien que toutes ces réactions de Diels-Alder, ce sont des réactions qui se travaillent assez facilement dans un régime de température, je dirais, entre l'ambiante et 100 degrés. Alors évidemment, quand on parle de cycloaddition, tous les chimistes savent qu'une cycloaddition, ça peut être également activé photochimiquement, donc on peut jouer avec la lumière. Ça, c'est juste un exemple de polymère à base de tricinamate, où on peut donc que l'on peut dégrader et créer une fissure. Et donc, la réparation, vous voyez, va se faire via des rétrocycloadditions qui mettent en jeu, en fait, ces cyclobutanes. Donc, au niveau conceptuel, c'est la même chose, je dirais, pour faire simple, qu'une réaction de Diels-Alder, sauf que, les règles de sélection ne sont peut-être pas les mêmes dans le cas présent, mais ce n'est pas le but d'en discuter aujourd'hui. Mais il n'empêche que, photochimiquement, on peut réparer, vous voyez, dans un temps très raisonnable, ce type de fissure. Alors un dernier exemple justement sur l'utilisation de cycles et de photochimie pour réparer concerne en fait des copolymères à base de chitosane. Le chitosane, c'est un polymère naturel qui ressemble à la chitine, qui est celui qui constitue en fait l'exosquelette des carapaces de crabes, et de polyuréthane. Donc en fait le chitosane est fonctionnalisé avec des cycloréthanes, simplement parce que, pour rentrer un petit peu dans les détails de la chimie, vous avez un CH2OH qui est particulièrement réactif, donc avec l'équivalent chloré de ce réactif-là, vous avez une réaction qui est sélective. Et ensuite, il y a une polymérisation qui se fait avec un précurseur de polyuréthane, donc un isocyanate et du polyéthylène-glycol pour former ce type de polymère, dans lesquels les cycles, finalement, vont être les agents, les agents cicatrisants, puisque l'ouverture de ce cycle va être sensible à la lumière. Donc, vous allez créer des radicaux qui vont aller venir se reconnecter sur les endroits faibles de ce polymère, c'est-à-dire, typiquement, il va y avoir des ruptures au niveau des liaisons urées. Et donc, ce que vous voyez au niveau de la microscopie électronique en bas, c'est simplement le système en cours de réparation. Donc, ça, ce sont la fissure qui a été créée. Et vous voyez donc la fissure commence à être bien cicatrisée grâce à ce type de réaction générée par l'ouverture de ces cycles oréthane pour former des radicaux réactifs qui permettent de réticuler dans une deuxième étape le polymère. Donc cet exemple-là, j'ai hésité à le présenter, mais il m'a un petit peu amusé, donc
je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être intéressant de le montrer. C'est un petit peu pour vous montrer l'importance, finalement, à la fois des effets anthropiques dans ce genre, dans comment gérer, finalement, la dynamique des objets, l'importance également de l'effet nano. Et bon, il y a une tendance que l'on connaît tous, c'est-à-dire que dès que l'on crée de la surface quelque part, si cette surface est suffisamment fraîchement créée, eh bien, la tendance, quand même, c'est d'aller la reboucher. Hein. Et donc, si on a les objets qui présentent la bonne mobilité, les bonnes affinités, eh bien, on va être capable d'aller reboucher, en faisant bouger ces objets-là, reboucher cette surface. Alors ça, c'est pas un matériau autoréparable, c'est simplement un matériau qui a été publié, mais j'ai trouvé ça un peu amusant. Donc c'est un dépôt, vous voyez, sur un substrat de silicium, une matrice PMMA contenant des nanoparticules bien calibrées d'un luminophore à base de cadmium, hein, donc ça émet très très bien la lumière, ça c'est pour l'aspect sonde, et puis un film de silice ultra mince. Alors la manip suivante, en fait, on crée une fissure, ou un ensemble de fissures sur le film de silice. L'ensemble est tenu à une température de 170 degrés. Je vous rappelle que le TG, donc la température de transition vitreuse du PMMA est aux alentours de 100 degrés. Donc on est dans un état, je dirais, relativement mou et élastique du PMMA. Et les particules, je le répète, sont parfaitement calibrées et couvertes de polyéthylène glycol. La couverture est également importante, à la fois pour les aspects diffusifs, parce qu'il va y avoir toutes les interactions de la particule qui diffuse et le polymère qui vont jouer, hein, et la taille également est importante. Alors voilà ce que ça donne. Pour les particules bien calibrées de l'ordre de 5 nanomètres, le rayon de gyration du PMMA qui est choisi dans cet exemple est également de l'ordre de 5 nanomètres. Celles qui sont couvertes de polyéthylène glycol, eh bien, elles se positionnent, vous voyez, elles viennent se positionner, ce que vous voyez ici, c'est l'émission due à la sonde, se positionnent de façon préférentielle sur les endroits de fracture. Donc en fait, il y a un mouvement des objets nanométriques vers les endroits, je dirais, de fracture. Et c'est une démonstration, je dirais, via une donnée de luminescence, mais également au niveau de la modélisation, ça a été fait par dynamique moléculaire. À l'endroit où vous avez l'encoche, vous voyez bien, bon, sur ce modèle, je dirais, simple, que l'ensemble de l'encoche est bouché par un ensemble de nanoparticules, de particules dans le cas présent. Donc ça me semble peut-être quelque chose à réfléchir dans le futur pour créer des matériaux un peu amusants. Alors, la toute dernière partie de mon exposé va porter sur l'autoréparation et la bioinspiration. Alors, j'ai choisi plusieurs exemples. Donc, un est basé sur la connectine. La connectine, c'est une protéine immense, hein, qui est une protéine qui assure finalement les propriétés mécaniques des muscles striés du squelette. Donc elle combine, comme beaucoup d'objets dans la nature, à la fois de l'élasticité, de la robustesse et de la dureté. Donc elle s'appelle communément connectine ou titine, mais dans un cadre de recherche, j'ai préféré choisir le mot titine, vous comprendrez pourquoi. Alors au niveau du modèle structural modulaire de la titine, elle est faite de globules auto-assemblés avec des feuillets bêta. Donc toute cette partie-là, ce sont des parties globulaires. Évidemment, vous avez un certain nombre de liens covalents, hein, la liaison peptidique, mais vous avez également toutes les interactions supramoléculaires qui permettent de créer en fait cette structure de protéines qui va être secondaire. Et également, donc, ces globules sont reliés par en fait des maillons qui présentent une certaine flexibilité. Alors il y a eu donc un certain nombre de travaux partant en fait de cette idée de modules associant à la fois des réseaux de liaison hydrogène et de la flexibilité. Il y a eu des travaux qui ont été faits assez récemment par l'équipe de Guan et de Kouchner. Donc l'idée est la suivante. On va donc synthétiser une molécule en incluant les ingrédients chimiques qui sembleraient nécessaires pour justement créer un système à la fois solide et élastique. Donc en fait, vous avez des unités uréido-pyrimidone qu'on appelle UPI, qui sont bien connues pour donner un réseau de liaison hydrogène très étanche.
un espaceur d'une certaine longueur qui va pouvoir être dépliable, et en fait deux molécules latérales qui vont polymériser. À nouveau, vous voyez, donc vous avez une double liaison. Donc via une réaction de métathèse par ouverture de cycle, vous allez pouvoir faire des polymères et des jonctions. Et donc l'objet construit sur cette base, sur ces différents concepts, a la forme suivante. Vous voyez, vous avez une globule avec une possibilité ici d'extension. L'objet quand même tient de façon rigide, et puis vous avez ici quelque chose de plus fragile, entre guillemets, de plus souple, en fait, que vous pouvez, j'emploie sans doute pas le bon terme pour les mécaniciens, mais une partie qui peut être modifiable à moindre coût, je dirais. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne la chose suivante. Ici, c'est une courbe de contrainte de déformation. Le polymère témoin, rupture au bout de 7%. Ce système basé, vous voyez, sur des interactions de liaison hydrogène, une chaîne avec une certaine flexibilité, et puis des parties qui tiennent par des liaisons covalentes. Premier cycle. Au bout de 10 cycles, évidemment, il y a une évolution. Mais si vous laissez le système au repos, eh bien, au bout d'une heure, vous avez déjà récupéré une partie de l'information. Au bout de 18 heures, vous voyez, vous avez récupéré, je dirais pas la totalité, mais une grande partie. Alors, il faut en fait une centaine d'heures pour revenir pratiquement sur le cycle initial. Donc c'est un matériau qui est solide, qui se déforme plastiquement et qui absorbe, vous voyez, une quantité non négligeable d'énergie. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on est toujours pressé au niveau de la réparation. Une réparation, il faut que ça se fasse vite. C'est-à-dire, les temps pour un industriel, c'est minutes, heures, c'est acceptable. Dans la nature, il y a énormément de systèmes qui sont réparables. Pensez simplement à une coupure. Mais le temps de réparation, c'est quand même des temps de réparation où la dynamique, c'est plutôt quelques heures, voire quelques jours. Donc, les systèmes bioinspirés s'auto-réparent de façon intelligente, mais sont souvent plus lents. Alors, un matériau qui a été très, très étudié en fait au niveau des aspects mécaniques, mais qui a été surtout très utilisé comme un matériau précieux, vous voyez, ce sont tout ce qui concerne les byssus des mollusques. En fait, bon là c'est un mollusque particulier, c'est le Pinna nobilis, qui fournit des quantités de byssus très, très importantes. Ce sont donc des fibres qui ont des propriétés mécaniques, élastiques, qui sont hyper intéressantes, naturelles, et je vous dis précieux, pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont été utilisées, bon ça c'est la microscopie électronique de ces fibres, vous voyez des fibres qui sont relativement bien calibrées, elles ont été utilisées soit pour faire des objets précieux, des gants ou des chaussons de pape, également pour faire les habits en fait ou les tissus de reliques également, vous voyez. Donc ça, c'était les utilisations de ce genre de fibres venant du byssus de certains mollusques. Les études à l'heure actuelle se centrent également, il y a un certain nombre d'études qui sont centrées sur des moules en fait beaucoup plus simple, beaucoup plus vulgaire, c'est-à-dire que la moule telle qu'on la connaît chez notre marchand de poissons, je dirais. Mais à nouveau, ce type de byssus fibreux présente des propriétés mécaniques particulièrement intéressantes. Ce sont des systèmes qui sont à la fois extensibles, durs et très bons absorbants des chocs. C'est pour ça que finalement les moules arrivent à rester accrochés au rocher, je dirais, même par tempête. Alors si on regarde un petit peu la chimie et la biochimie en fait, de ces systèmes, ce sont des systèmes qui sont constitués de fibrilles de collagène, de triple fibrilles de collagène, terminées, ça fait un peu comme des haltères, terminées par des zones également collagéniques, mais dans lesquelles finalement le collagène est aggloméré de façon beaucoup plus désordonnée. Et en extrémité de ces haltères, vous avez des domaines qui sont beaucoup plus riches en histidine, qui est un acide aminé bien connu, mais en particulier de très bonne qualité complexante de cations et des cations divalents. Et donc au niveau donc de
du byssus de la fibrille, ça se présente, vous voyez, par des assemblées de ce type, où vous avez des zones présentant une certaine rigidité mais souplesse, des zones, je dirais, qui servent un peu de points de colle, et des zones qui peuvent être fracturées. Donc des zones qui sont des zones sacrificielles, des zones sacrificielles. Et donc on retrouve, vous voyez, c'est une espèce de composite à gradient, où on retrouve en fait des zones avec des propriétés mécaniques qui sont différentes, et en particulier avec des zones, la nature a placé des zones qui sont fragiles, quelque part au niveau chimique tout du moins. Donc ça se comporte de la façon suivante, lorsque vous étirez finalement l'axe du filament, donc vous mettez le système sous charge. Dans un premier temps, eh bien, vous avez déploiement des zones polymériques, mais en même temps, vous avez rupture des liaisons de coordination. Il y a un certain nombre de liaisons de coordination qui sont rompues. Lorsque vous arrêtez la sollicitation, vous récupérez finalement une partie finalement des propriétés initiales du matériau, hein, mais la réparation se fait sur des temps beaucoup plus longs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La nature répare très bien, mais elle n'est pas pressée. Hein. Alors, là, ce que je vous montre sur le transparent à droite, c'est la réparation au repos qui va dépendre essentiellement du temps et de la température. Hein. Et des tests qui ont été faits dans l'eau de mer, pourquoi? Parce que le chimiste sait, une liaison de coordination, elle va dépendre du pH, puisqu'on va mettre d'autres ligands à certains pH en compétition. Ou bien dans un tampon pH 4. Voilà ce qui arrive. Donc ça, c'est la rigidité récupérée en pourcent. Et ça, c'est l'énergie à la déformation en pourcent. Le temps de repos, vous voyez, là, on n'est plus dans la minute, c'est des temps de l'ordre de 150 heures. pH 8, c'est dans l'eau de mer. pH 4, eh bien forcément, c'est un pH qui met en compétition finalement, qui met en faiblesse la facilité à former les réactions de coordination, et donc de ce fait, eh bien, on a des systèmes qui se réparent, je dirais, beaucoup moins efficacement. Au niveau de la température, vous voyez des effets, mais entre 4 degrés et 37 degrés, les effets, au bout de 150 heures, restent moindres. Et vous avez des taux de réparation de l'ordre de 80 à 90%. Donc, à nouveau, la nature répare bien, mais elle est lente. D'autres types de filaments analogues qui sont utilisés, ce sont, à nouveau sur la moule, ce sont ceux qui servent à la protéger de l'abrasion. Et à nouveau, on retrouve les mêmes éléments, les mêmes conditions chimiques. C'est-à-dire, on trouve indépendamment des gradients de composition qui permettent à la fois d'avoir des parties souples ou des parties associées, on retrouve des zones dans lesquelles on a des extrémités de protéines qui sont terminées par des complexants. Dans le cas présent, c'est de l'hydroxyphénylamine, donc la DOPA, donc, qui est un très bon complexant des cations. Les catécholates de fer sont bien connus. Et ce sont à nouveau, finalement, ces interactions de coordination qui vont être les points de sacrifice au moment de l'endommagement du matériau. Et donc, ce sont ces complexes catécholates qui assurent une réticulation plus ou moins dense du réseau protéique et qui assurent finalement, à nouveau, c'est cette combinaison d'interactions qui assure dureté et extensibilité. Alors, il y a eu un travail, j'en suis pratiquement arrivé à la fin de l'exposé, qui a été fait un petit peu en utilisant ce genre de concept par des collègues de polyméristes. Donc, ce sont des métacrylates de méthyle modifiés par des groupements péridines. Donc, en fait, ce sont des copolymères basés, vous voyez, sur cet éthylène glycol porteur de fonctions métacrylate et d'hydroxyéthylmétacrylate, fonctionnalisés avec un certain nombre de groupements vinylpyridine, donc avec une polymérisation, je dirais, radicalaire assez simple, donc symbolisé, vous voyez, par ce petit tortillon, donc ça représente le polymère, avec des groupements pyridines qui vont être pendants, et ces groupements pendants, ce sont des ligands qui vont être complexants finalement de cations. Et donc, les études qui ont été faites, c'est de créer finalement, à l'aide de ces polymères, des gels dans le DMSO, dans lesquels on va inclure un agent réticulant qui permette de
d'étudier finalement les effets de la coordination en fonction de la nature du métal et en fonction de la compétition entre, je dirais, l'entrée de la pyridine dans la sphère de coordination de ce genre de complexe et par exemple le solvant qui dans le cas présent est le DMSO. Donc ce sont des gels transparents et qui présentent des propriétés élastomériques marquées qui ont été étudiées dans le DMSO. Donc ça donne la chose suivante de façon très simplifiée. En fait, le matériau initialement sous contrainte va pouvoir créer cet équilibre entre des formes complexées et des formes dissociées, et donc en fait ça va permettre en fait de rétablir finalement les propriétés mécaniques du gel. Alors au niveau donc des propriétés, ça ne sont pas des valeurs extrêmement importantes. Ce que je voulais simplement vous montrer là, c'est plutôt les effets. Donc ce que vous voyez ici, c'est donc le module de conservation en fonction de la fréquence. Ça c'est le polymère de référence. Ça, c'est le polymère dans lequel on a introduit finalement comme agent de réticulation un sel de palladium. Et ça, c'est un système avec le complexant, je dirais, le métal qui se coordine de façon la plus forte, le platine. Vous voyez, donc un module de 150 PA et une tenue en fréquence qui est tout à fait raisonnable. C'est simplement un modèle, je dirais, ce n'est pas un matériau, mais bon, je pense que derrière ce genre d'idée, où on joue à la fois sur les gradients de propriétés mécaniques, la dynamique des liaisons, je pense que c'est quand même ça la base qui doit être poussée dans la réflexion de la recherche vers des nouveaux matériaux à propriétés autoréparables. D'où l'intérêt et l'importance de la compréhension de la liaison chimique et en particulier de la dynamique de ces liaisons, dynamique qui est forcément influencée par les dynamiques locales ou à l'échelle mésoscopique des matériaux dans lesquels sont dispersées ces liaisons. Donc ça va dépendre de la nature des polymères, bien entendu. Alors pour finir, bon, c'est un petit peu le dernier cours. Donc ce que je voudrais montrer, c'est que les matériaux autoréparables, ça existe aujourd'hui. Donc ça, c'est un film qui a été fait par Frédéric au laboratoire. C'est un don que m'a fait ma petite nièce. Au moment où j'étais en train de préparer ce cours, j'étais en train de lire un livre qui s'appelait Self-Healing. Elle voulait absolument jouer avec moi et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu lis ?» Ah ben, je lis quelque chose sur les matériaux qui se réparent tout seuls. Elle me dit « Moi, j'ai une tomate qui se répare toute seule. » Donc ça, c'est plutôt dans le domaine farce et attrape, je dirais. Mais je voulais quand même vous montrer cette dernière photo pour finir. Donc c'est un polymère. Vous voyez, donc la tomate qui tombe. Là, vous allez voir au ralenti, elle se déforme énormément. Évidemment, plus la force de lancer est forte, et on récupère une tomate. Donc c'était plus une boutade qu'autre chose, mais je pense que le domaine des matériaux autoréparables, c'est un domaine très important pour l'industriel, mais au niveau académique, en fait, je pense que c'est un domaine très excitant au niveau de la recherche. Alors, dans ce cadre-là, j'ai demandé finalement à Ludwig Leibler, qui dirige un laboratoire de matières molles et de chimie à l'ESPCI, de venir faire l'exposé et le séminaire qui va suivre après mon cours, tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, Ludwig, c'est la grande figure des matériaux autoréparables, avec un certain nombre d'articles récents dans des journaux de très, très grande qualité. Donc, Ludwig a fait essentiellement donc, une thèse au départ en physique, vous voyez, puis un postdoc avec quelqu'un qui est relativement connu, je pense, Pierre-Gilles de Gênes. Il est directeur de recherche au CNRS de classe exceptionnelle, donc il est rentré au CNRS en 1979. Donc son domaine, c'est les polymères, la modélisation des polymères, l'autoréparation. Pour ceux qui auraient retenu dans la leçon sur les polymères, la leçon 4, où polymère et sol-gel, le mariage, à un moment, je vous ai parlé de polymères à bloc, multibloc ABC. Je vous ai montré des diagrammes de phase extraordinaires avec des études théoriques et des clichés de microscopie électronique. C'était un macromolécule de 1993 ou 1994, et l'un des auteurs, c'était Ludwig Leibler, je vous le signale en passant. Donc en fait, l'autoréparation, c'est son centre d'intérêt d'aujourd'hui, mais il a fait énormément d'autres choses et de nombreuses contributions au domaine en fait, de la physico-chimie et de la chimie des polymères,
qui ont été, je dirais, salués par de nombreux prix, donc le prix d'IFP, le Grand Prix de la Société chimique de France, et à l'étranger également des prix importants. Il est membre de l'Académie américaine, médaille d'argent du CNRS. Voilà, donc pour les matériaux autoréparables, c'est tout ce que j'aurais à vous dire aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention.